bienvenue à cet entretien-causerie. On aime bien le mot causerie plutôt qu'entretien, donc causerie. Avec ce que je qualifierais d'éminence grise foncée, presque noire. Ne prononce surtout pas le mot. Éminence? Non, l'autre. Oui, celui qui sévit à Rome, là, c'est ça? OK, c'est bon. Norbert Spener, spécialiste, on va dire mondial, en tout cas certainement relativement le spécialiste le plus connu des littératures de genre en Amérique du Nord, du côté francophone du moins. Norbert qui a eu donc l'amabilité d'accepter notre invitation à venir parler de sa passion, les littératures de genre et en particulier le roman policier. Je dirais que la causerie est organisée autour de quelques thèmes, donc je vais poser quelques questions bien sûr à Norbert. Vous pourrez participer assez rapidement. Si vous voyez que ça s'éternise, levez votre main. Il y a un micro qui est prévu, je ne le vois pas, il n'est pas là finalement. Il est là, OK, on peut aller chercher le micro pour que vous pensez qu'on vous entend pas. Donc, il y aura une période d'intervention de votre part par la suite. Ça sera aussi suivi d'un tirage. La bibliothèque fait tirer 3 exemplaires du Détectionnaire, qui est le prétexte de cette causerie. Alors, ça aura lieu à la toute fin. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une exposition à l'avant de la bibliothèque sur la littérature policière. Un petit mot assez rapide bio-bibliographique sur Norbert. Norbert est, comme je disais tantôt, un des grands experts internationaux de la littérature dite de genre. Quand j'étais plus jeune, on parlait de paralittérature. Ouais. C'est ça. C'est un terme qui n'est plus politiquement correct maintenant. Paralittérature? Non. Donc, on préfère la littérature de genre. Ça veut strictement rien dire, littérature de genre, mais on trouvera bientôt autre chose. Moi, j'appelle ça plutôt littérature populaire, mais bon. OK. Donc, de littérature populaire, de littérature de genre, notamment la science-fiction et le fantastique qui ont été ses premiers amours, si je ne me trompe pas, le western, l'espionnage et la raison de sa présence aujourd'hui, le roman policier, le genre policier. Norbert est aussi critique à la presse, critique à la Société Radio-Canada. Il a été fondateur de revues comme Solaris sur la science-fiction. Qui existe toujours d'ailleurs, qui a été créé ici à Édouard-Montpetit. À Édouard-Montpetit, ça je savais pas. C'est d'ici. C'est le service aux étudiants qui a payé les 3 premiers numéros. Ah bon, c'est bon à savoir. La revue Alibi aussi, qui elle porte sur le genre policier. C'était l'invité d'honneur du dernier Salon du Livre de Montréal, donc c'est pas rien. Et c'est surtout l'auteur d'une douzaine d'ouvrages de référence, d'ouvrages bibliographiques. J'en donne quelques titres, là, juste pour vous donner une idée. Évidemment, écrit sur le fantastique, écrit sur la science-fiction, écrit sur le roman d'espionnage, sur le roman policier, Les Fils de Jack l'Éventreur, Dracula, opus 300, Frankenstein, opus 410, Jekyll et Hyde, le roman policier en Amérique française, et le dernier en date, donc le Détectionnaire, dont nous allons parler dans quelques instants, qui est paru, si je ne me trompe pas, à la fin de l'automne. Oui, il est sorti en octobre. En octobre dernier. Alors, un petit mot maintenant sur ton parcours, Norbert. Comment en es-tu venu, il y a quelques décennies de ça, à t'intéresser à la littérature de genre ou à la littérature populaire? Moi, d'abord, j'ai toujours été un lecteur boulimique, au point que j'embêtais tout le monde dans la famille. Quand on arrivait chez les oncles, chez les tantes, ma première question, c'était « Avez-vous des livres ?» Ça pouvait être des bandes dessinées, des illustrés, toutes sortes de choses. Et puis, les vrais bouquins, j'ai commencé à lire la Bibliothèque verte, par exemple. Et là, j'ai découvert des auteurs comme Alexandre Dumas, Jack London, et mon grand coup de cœur qui a été Jules Verne. J'ai toujours eu cette passion de la lecture et des livres. Et pourquoi de la littérature de genre? J'ai eu ma période littérature, ce qu'on appelle la littérature générale blanche, quand j'ai fait ma propédeutique, où là j'ai passé en revue Sartre, Monterland, enfin tous les grands auteurs. Puis après je me suis dit, j'ai fait le tour de la question, je reviens à mes premières amours. Mais c'était un peu la question comme pourquoi aimez-vous le brocoli? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a une attirance particulière pour ceci? Mes parents étaient des grands lecteurs de romans policiers. Ils échangeaient avec les voisins et ils rapportaient des piles de vieux séries noires, de Un mystère, etc. Et moi, je mettais la main dessus et je les lisais tous systématiquement.
Et bon, c'est comme ça que j'ai pris le goût de la littérature policière, que j'ai perdu quand je me suis recyclé dans la science-fiction et que j'ai retrouvé quelques années plus tard. C'est un peu mon trajet. Hein. C'est intéressant. Comment te définirais-tu, une sorte de super lecteur, d'archiviste de la littérature populaire, moi, j'aime bien creuser, c'est-à-dire que quand je lis soit des romans policiers ou de la science-fiction, j'aime aussi lire des choses sûres, hein, des thèses, des essais, etc. J'aime bien creuser, c'est quoi l'historique du genre, c'est quoi les auteurs importants, etc. Et puis à un moment donné, j'ai fait une maîtrise ici dans les années, début des années 80, ou non, 74, pardon. J'ai fait une maîtrise. Et un des travaux parmi des dizaines d'autres, c'était de faire une bibliographie sur la rhétorique, sujet qui m'intéressait absolument pas. C'est Bernard Beugnot à l'époque qui m'avait refilé ça. Et je me suis pris de passion pour la recherche bibliographique. Tu peux me donner n'importe quel sujet, je vais creuser, fouiller, je vais passer des heures. J'ai passé des heures et des heures dans cette bibliothèque-là à éplucher tout le rang de revues, etc. Une sorte de rat de bibliothèque. Voilà. Et cette bibliographie sur la rhétorique était, paraît-il, tellement bonne que Beugnot l'a gardée. Il ne voulait plus me la rendre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une maîtrise bibliographique? Et là, j'ai creusé le fantastique, j'ai creusé la science-fiction. Et c'est comme ça que cette passion de la recherche est venue et elle ne m'a jamais quitté. Mais pourquoi? Ben ça, il faut demander à mon psy. Là. Ça, c'est un autre problème. Hein. Une chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est que Norbert est un ex-collègue, maintenant à la retraite du département de littérature, qu'on appelait autrefois le département de français. Et à ce titre, il a professé, pendant 35 ans ici. 35 ans ici, il a, comment dire, contribué à éveiller plusieurs milliers d'étudiants. J'ai été chanceux parce que, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis resté au Québec, une parmi de nombreuses raisons, mais c'est qu'à l'époque, il existait un cours spécialisé qui s'appelait littérature policière, fantastique et de science-fiction. Comme mes éminents collègues ne connaissaient strictement rien à ça et snobaient ce genre de choses, je demandais le cours et je l'avais automatiquement. Ce qui fait que ma passion a pu être alimentée. Hein. J'enseignais ça. Et je rencontre encore aujourd'hui, que ce soit sur Facebook ou dans la vraie vie, des étudiants qui me reconnaissent et qui non seulement savent mon nom, mais me citent des titres de livres que j'avais mis au programme. Wow. Alors c'est un velours, disons. Oui, on n'a pas perdu notre temps. On peut comprendre, bien oui. Venons-en maintenant à l'objet de cette causerie, le détectionnaire, qui, vous l'aurez compris, un néologisme, une contraction de détection. Le jeu de mots est trop subtil, il n'est pas de moi. Dictionnaire et de détective. D'où est venu le projet de ce détectionnaire qui recense, je le rappelle, 2500 à peu près personnages récurrents voilà, de la littérature policière. Alors, détective et criminel, c'est ça? Oh oui, c'est tous les protagonistes principaux. On a gardé détectionnaire parce que ça faisait joli. Mais évidemment, il y a une majorité de détectives dans ce livre-là. En fait, au départ, c'est pas un projet personnel. C'était un ami qui s'appelait Yvon Allard qui, pendant des années, collectait des informations sur les personnages, écrivait des petites biographies avec les titres des livres publiés, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que je trouvais le projet beaucoup trop vaste, beaucoup trop ambitieux, et je ne voyais pas comment on pouvait faire le tour de la question, alors que la littérature policière, c'est des milliers et des milliers de titres. Bon. Sauf qu'à un moment donné, le projet prenant forme, Yvon est tombé malade, cancer, et quelques semaines avant sa mort, il m'a demandé, écoute, tu es le seul à pouvoir prendre cette chose-là en main, j'aimerais bien que ça aboutisse, que ce soit publié, veux-tu t'en occuper? Difficile de refuser dans les circonstances, sauf que je ne voyais pas très bien ce que j'allais faire avec ce monstre. Alors je l'ai pris et j'ai dit à Yvon, j'accepte à une condition, c'est que ça devienne mon détectionnaire. C'est-à-dire que je transforme la chose, parce que la façon dont il l'avait envisagée ne me convenait pas du tout. Et là, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant 4 ans pour
pour finaliser ce détectionnaire. Évidemment, je vais dire toute la recherche complémentaire, lui, il est mort en 2012. Alors tout ce qui s'est fait depuis, c'est moi qui l'ai collecté, ajouté, etc. À qui s'adresse-t-il précisément? Alors, c'est vraiment un dictionnaire. Il existe des dictionnaires des écrivains de littérature policière. Moi, ce que je voulais faire, enfin ce que Yvon voulait faire, c'est un dictionnaire des personnages. Et pas n'importe quel personnage, il faut que ce soit des personnages récurrents. C'est-à-dire qu'ils apparaissent dans une série. Par exemple, Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Harry Bosch chez Michael Connelly ou Kurt Wallander chez Henning Mankell. Donc, des personnages récurrents. Alors, la structure, si tu veux, de l'ouvrage est la suivante. C'est qu'on a le nom du personnage. Après ça, il y a une courte notice biographique qui précise est-ce que c'est un flic, est-ce que c'est un civil, dans quelle ville il opère, des traits de caractère, quelque chose sur sa famille s'il y a lieu, une petite anecdote. Donc une espèce de petit mini Wikipédia du personnage. Après ça, il y a la liste de toutes les publications originales dans la langue, en suédois, en anglais, en allemand, etc. Et les livres qui sont traduits, parce que pour être dans le détectionnaire, il faut avoir été au moins traduit une fois. Après ça, il y a la liste de tous les films où apparaît le personnage quand il a été adapté au cinéma, quand il a été adapté en série télévisée. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est surtout ça. Là, on fait le tour. Alors, par exemple, pour Sherlock Holmes, chez moi, il occupait 80 pages de mon manuscrit. Il occupe 20 pages ici à cause des milliers de pastiches, par exemple, qui sont... Je ne pense pas les avoir tous répertoriés parce qu'il s'en écrit à peu près une centaine par an, là. Mais il y en a un paquet. Alors ça donne quelqu'un qui, par exemple, tombe sur un livre, un amateur de romans policiers tombe sur un auteur, je ne sais pas moi, il achète un Ian Rankin et il trouve le personnage de Rébus. Il se dit, tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il existe d'autre sur ce personnage-là? Le détectionnaire répond à la question. Voilà la liste des ouvrages disponibles, les éditeurs, etc. Alors, je me suis même rendu compte que ça pouvait être utile. J'en suis convaincu. Tu fais allusion à Sherlock Holmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore la figure de détective la plus emblématique de l'histoire de la littérature policière? De loin. Parce que, comme je disais, les pastiches se font par milliers. Il y a tous les ans, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, des pastiches, des anthologies de nouvelles, etc. C'est vraiment... D'ailleurs, Sherlock Holmes, on lui écrit encore. Il y a des gens qui envoient encore du courrier. Alors, parce que les gens pensent qu'il a existé dans certains cas. C'est vrai. Je me réfère maintenant à la présentation, au texte de présentation de ton détectionnaire où tu expliques la popularité du polar, entre autres par le besoin de justice, de réparation, on pourrait dire, à la fois psychologique et à la fois juridique, là, du lecteur. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on lit des romans policiers? D'abord, je fais une petite... Pourquoi il y en a autant qui en lisent? Voilà, je fais une petite digression. C'est un genre qui est très mal nommé parce que pendant très longtemps, les flics avaient le mauvais rôle. C'est-à-dire que les héros, c'était Auguste Dupin, un civil, c'était Sherlock Holmes, un civil, et les flics pataugeaient face à des mystères, à des énigmes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Et il a fallu attendre les années, je dirais presque les années 50, pour qu'on ait vraiment des romans policiers avec des équipes, avec le genre qu'on appelle roman de procédure policière. Ouais. Mais pour revenir à la question, pourquoi lit-on des romans policiers? En anglais, ça s'appelle Mystery and Detective Fiction. Et le mot important, c'est mystery. Parce que dans ce qu'on appelle aussi en anglais le who done it, qui l'a fait, qui est le coupable. Au départ, l'engouement vient du fait qu'on pose une énigme, un mystère. Et vous savez tous que Jeannette veut savoir. On veut savoir qui a tué. Or, la récompense du lecteur, c'est de savoir qu'à la fin d'un bon roman policier classique, le roman noir c'est différent, mais le roman policier classique, il va avoir une réponse à son énigme. Et la deuxième chose, deuxième satisfaction, c'est qu'il sait que justice sera rendue. Alors, dans un monde ou à une époque où, disons, la justice, des fois, rend des verdicts qui font grincer des dents, là, on sait au moins, le salopard, il va en prison ou on l'exécute ou peu importe, mais il y aura une punition.
Alors, c'est une double Une satisfaction. sorte de justice poétique, diraient Voilà, les anglophones. Et je pense qu'au départ, c'est ça. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire le côté Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que le lecteur qui s'aventure dans des romans policiers, il doit s'attendre à découvrir le côté Hyde de l'humanité dans ce qu'elle a de pire souvent. Et avec ce phénomène parfois un peu pervers, c'est-à-dire que quand un roman policier et ça arrive souvent, met en vedette un truand, un gangster, un tueur en série, par exemple Dexter, hein, eh bien, le lecteur va prendre pour lui, c'est-à-dire va d'une certaine façon s'identifier et va se dire pourvu qu'il ne le pogne pas. Ce que dans la vraie vie, on ne ferait jamais. Hein. Et alors, il y a ce côté découvrir des pans de l'humanité qui ne nous font pas honneur, tout en sachant qu'on est à l'abri chez nous, dans notre fauteuil, et que dans le fond, ce n'est qu'une fiction. Il y a aussi, tu parles toujours dans le texte de présentation, on a ce besoin de justice, de l'identification du lecteur au personnage du criminel dans certains cas, mais souvent au personnage du détective ou ce qui en tient lieu, parce que ce n'est pas toujours un policier comme tel. C'est très varié comme aujourd'hui, on a souvent des journalistes. Des femmes de ménage, de tout. Ça peut être toutes sortes de choses. Des croque-morts même. Ah oui? Oui. Tu fais allusion aussi à ce que tu appelles ce qu'on appelle la loi des séries, oui. qui me semble une explication intéressante, qui remonte au feuilleton du 19e siècle. L'idée qu'il y a une série d'aventures et on a affaire à du nouveau dans le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même personnage qui revient et qui permet au lecteur de s'identifier, mais en même temps, à chaque nouvelle aventure, il y a quelque chose de nouveau. Ça me semble très intéressant. Quelle différence ferais-tu entre une bonne série de romans ou de films policiers et une mauvaise? Qu'est-ce qui serait l'élément qui permet de distinguer? Moi, je pense que l'élément clé, c'est le personnage central. Si on s'attache à une série, c'est qu'il y a des personnages que l'on veut retrouver. Et là, il y a aussi une satisfaction dans la série, c'est parce que dans la série, tu as la quasi-certitude que ton personnage, il va s'en tirer à la fin. Ce qui n'est pas le cas de certains romans noirs où très bien le héros peut être tué à la fin, tout le monde se suicide, où il y a un accident, etc. Mais dans ces séries à long terme, c'est le plaisir de se retrouver en territoire connu. Il y a un phénomène curieux dans la lecture sérielle. Bon, prenons un autre exemple, le roman Harlequin. On se dit, mais comment est-ce que c'est surtout des lectrices qui vont dans le roman Harlequin, comment est-ce qu'elles peuvent se taper ces trucs qui se ressemblent d'une fois à l'autre? Ben, c'est justement ça. Il faut que ça ressemble d'une fois à l'autre parce qu'il y a quelque chose de rassurant. On a aimé le premier bouquin, on va aimer le deuxième, on va aimer le troisième. Il arrive un moment où il y a un phénomène de saturation, et puis on va changer d'auteur ou on va changer de genre, mais pendant un certain temps, on suit. Hein. Puis il y a des personnages qui évoluent. C'est-à-dire qu'on les rencontre au début de leur carrière de policier, par exemple, et puis dans chaque nouvel épisode, il y a quelques années qui se sont écoulées, puis là, il y a etc. Et ils deviennent des espèces de membres de la famille. Là. Contrairement à la figure du détective d'origine, mettons, on pense à Sherlock Holmes, qui est lui-même est toujours identique à lui-même d'un épisode à l'autre. Oui, mais ça, c'est un autre type de série, parce qu'il y a différents types de séries. Il y a celles où on peut lire les romans indépendamment des uns des autres, là. Et il y a ceux où il y a une certaine continuité, puis il y a ceux où il y a carrément une suite, là. Ce qui est embêtant, parce que si tu commences par le volume 7, il faut que tu tapes les 6 autres pour vraiment connaître ça. Là. Mais contrairement à cette figure emblématique que représente, mettons, Sherlock Holmes, il y a toutes les figures modernes, et là je pense à Kurt Wallander, que tu aimes bien, je le sais, qui évoluent avec le temps, qui évoluent avec les épisodes et changent. De toute façon, Sherlock Holmes, c'est plus un mythe sur pattes qu'un véritable personnage en chair et en os. Là, le gars qui est capable de repérer quelle marque de cigare fume le type qui est caché dans la forêt là-bas, puis dont il perçoit vaguement l'odeur, là. Disons que j'ai quelques doutes, hein, mais il y a ce côté surhomme là. On se dit il est capable de faire ça, j'aimerais bien faire ça. Tandis que le vrai personnage intéressant du roman moderne,
il est très humain, il a ses faiblesses. D'ailleurs, il y a un cliché, ce qu'on appelle le flic à problème. Hein. Le flic à problème, il est alcoolique, il est divorcé, il est en réaction contre la hiérarchie, c'est une tête de cochon, il ne travaille pas en équipe, mais il réussit. Donc, et c'est devenu une espèce de... Bon, là, ça, on nuance, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. Après tout, on est à la littérature de genre aussi. Hein. Qu'est-ce qui différencie, à part peut-être la qualité du personnage principal, un navet policier d'une œuvre policière? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que l'écriture entre en ligne de compte? Je me suis posé la question en parcourant le détectionnaire. Bon, il y a des critères pour entrer dans le détectionnaire, la récurrence, la traduction, tu les mentionnais tantôt, mais j'imagine qu'il n'y a pas tous les personnages récurrents de la littérature policière traduits dans ce détectionnaire. Oui, il y a ça. A priori, oui. A priori, oui. Oui, okay. oui. Donc, tu ne fais aucune distinction. Il n'y a pas de jugement de qualité non, sur une œuvre. Du tout. Il y a des navets absolus là-dedans. Hein. Mais d'ailleurs, des fois, c'est mentionné. Mais non, le critère de qualité ne joue pas. Okay. Évidemment, il y a toutes sortes de strates, et ça dépend aussi des lecteurs. Hein. Il y a des lecteurs qui vont lire Andréa Michaud, par exemple, le prix du gouverneur général, qui a une écriture absolument raffinée. Et ce sont des... Alors, on va mettre carrément l'étiquette polar littéraire, entre guillemets, là. Alors qu'il y en a d'autres, c'est sujet-verbe complément, là. Tu sais, ça, on ne se casse pas la tête. Mais tu me posais la question, c'est quoi un mauvais polar? Un mauvais polar, j'en lis régulièrement. Par exemple, c'est des invraisemblances. Par exemple, c'est faire apparaître à la fin pour créer un effet de surprise, n'est-ce pas? Vous ne l'aviez pas vu venir, celui-là? Ben oui, non, tu as un personnage qui n'est jamais là dans le bouquin, qui apparaît tout d'un coup, là, tu sais. Non, ça c'est du mauvais roman policier. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un minimum de cohérence, il faut qu'il y ait une vraisemblance, il faut que le lecteur ne se sente pas floué, qu'on n'ait pas l'impression qu'on lui ressorte un truc. C'est moi le 45 millième tueur en série qui procède par des rituels bizarres, etc. C'est de la foutaise, ça. Dans la vraie vie, le tueur en série, c'est un pauvre crétin qui a des problèmes psychologiques, qui tue comme un boucher. C'est pas un avocat célèbre qui ne tue que des belles femmes blondes qui ont 45 ans dans sa belle bagnole. Là. Ça tient pas debout. Tu sais. Ou bien j'ai lu dernièrement un roman où des scènes se passent dans un tribunal et on se rend compte que la madame qui a écrit ça, elle ressort tout ce qu'elle a vu à la télé. Ça tient pas debout. Tu sais, les répliques qu'il y a entre les avocats, les procureurs et le juge, tu as juste envie de rigoler. Tu sais. Donc c'est un genre réaliste, qui doit être réaliste jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Il y a des polars qui mélangent, par exemple, et ça c'est un exploit, du fantastique et du policier. Par exemple, je pense à un personnage qui est passé à la télévision dans les années 60, je pense qu'il s'appelait Kolchak. Or, Kolchak est flic à New York, il traque un tueur en série pour s'apercevoir finalement que c'est un vampire, un vrai vampire. Mais ça marche tout le long. Évidemment, ça demande la part du lecteur, mais quelle fiction ne demande pas ça? Une adhésion. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu joues le jeu. Et tu es souvent sur la corde raide. Alors des fois, tu joues plus le jeu parce que c'est tout simplement stupide. Il y a une scène qui m'a fait rigoler dernièrement. Il y a un type qui vient d'être assassiné, et puis alors évidemment sa femme, elle est toute bouleversée, là, elle est devant, on lui a montré le cadavre de son mari, et puis là la policière dit oui madame, je comprends, je ne peux pas vous interroger maintenant, on va vous laisser se calmer, et puis on va revenir dans quelques heures, ou demain, ou après-demain. Tu sais. Puis dans la scène suivante, ça se passe 2 jours après, ça sonne à la porte, c'est la policière avec son collègue qui est là, la femme ouvre, elle dit « Ah, je suppose que vous venez me parler de la mort de mon mari. » Moi, j'aurais dit non, je suis témoin de Jéhovah. Tu sais, ça n'a pas de sens, ça manque de naturel. Alors, c'est ça des mauvais polars. Tu parles de jeu, et à la base, c'est une énigme qui est posée au lecteur, le roman policier. Et je me souviens qu'il y a toute une tradition britannique, surtout de romans policiers,
où le jeu est affirmé par la narration, c'est-à-dire que le jeu consiste à défier le lecteur. Il faut que le lecteur doit essayer de trouver qui est le coupable avant que la narration le lui révèle. En général, il n'est pas capable parce que il y a trop de fausses pistes. Et puis mais ce jeu-là m'apparaît intéressant dans la mesure où, dans la pédagogie, là, on revient un peu à la question de la pédagogie. Moi, j'ai toujours pensé, je l'ai expérimenté à certaines occasions, que le roman policier est très pédagogique, s'enseigne bien de ce point de vue-là. C'est que ça amène les étudiants à se rendre compte de l'importance de la narration, puisque il y a quelqu'un qui raconte l'histoire, cette personne-là, on a des cas célèbres chez Agatha Christie du narrateur criminel, là. C'est des cas son premier, là, où elle... Qui cache toute l'information pertinente jusqu'à la toute fin, donc évidemment, c'est une... Elle trichait, Madame Agatha Christie. Oui. Moi, j'ai fait un exercice de ce qu'on appelle de déconstruction des 10 petits nègres avec mes étudiants. Je leur ai fait lire, puis là, tout le monde, évidemment, était ébahi. Mon Dieu, quel bon bouquin, je vais en lire d'autres, etc. Bon. Puis après ça, je l'ai dit, maintenant, regardez bien. J'ai dit, maintenant, vous l'avez fini, là, vous restez sur cette impression-là, mais revenez au premier chapitre. On reprend le premier chapitre et on se rend compte qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est totalement invraisemblable. Elle nous a jusqu'à l'os. Mais évidemment, tu rentres là-dedans, tu ne te doutes pas de ce qui va s'arriver au bout, et quand tu as fini au bout, rares sont les lecteurs qui se posent la question, oui, mais comment c'était au début, tu sais? Or, la première scène d'introduction ne fonctionne pas avec tout le reste. Et elle faisait ça systématiquement. Et à l'époque, ça marchait, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les lecteurs sont beaucoup plus aguerris, sont beaucoup plus exigeants, et ce côté jeu n'existe à peu près plus. C'est-à-dire qu'il y a eu des romans ou des recueils où, arrivé au l'avant-dernier chapitre, l'auteur disait « Vous avez tous les éléments en main pour résoudre l'énigme, tournez la page, à vous de trouver ». Il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui. Ça ne marcherait plus. Mais la résolution de l'intrigue demeure un élément capital. C'est évident. Je raconte une anecdote rapidement. J'ai enseigné à 2 reprises un roman de Jim Thompson qui s'appelle « Un criminel ». C'est une série de 14 chapitres l'histoire est racontée par 9 narrateurs différents. Et à la fin, on n'est pas tout à fait certain si l'adolescent a vraiment tué sa jeune amie ou pas. Et je me souviens que les étudiants étaient très frustrés de ça parce qu'ils ont parcouru le roman. Je ne leur disais pas avant d'arriver à la fin, mais là, à la fin, ils se retournaient vers moi et disaient « Monsieur, là, on ne le sait pas. Est-ce qu'il l'a tué ou il ne l'a pas tué? » Ils avaient besoin de savoir. Absolument. Si je tombe, parce que ma femme lit aussi les romans policiers, elle en profite évidemment, puisque je les reçois. Mais quand il y a une fin ambiguë ou pas de fin du tout, où elle hurle, et je sais, celui-là, il n'y a pas de fin. Mais moi, je leur faisais faire une fin, je leur faisais ajouter un chapitre. On peut toujours, c'est sûr que le lecteur, lui, il va s'en construire une, mais ce n'est pas la même chose. Tu sais, on aime bien avoir des certitudes. Alors, les auteurs savent qu'ils jouent un jeu dangereux. Mais tu vois un intérêt à relire un roman. Tu mentionnais tantôt que tu disais à tes étudiants de relire le roman maintenant qu'on sait la fin. Mm-hmm. Parce que la bonne littérature, c'est ça, c'est la littérature qui se relit, et dans laquelle on trouve encore plus que à la première lecture. Est-ce qu'il n'y a pas des romans policiers qui sont de cette eau-là, qu'on peut facilement relire, même si on sait la fin de l'histoire? Oui, bien sûr. Il y a, par exemple, tous les romans policiers de Simenon. Je connais plein de gens qui les ont relus plusieurs fois, et pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Non, c'est sûr que dans le lot, il y a toujours des œuvres qui se démarquent, et il y a des œuvres de qualité qui vont traverser le temps, alors qu'il y en a d'autres qui sont ponctuelles, c'est-à-dire que c'est un thème à la mode, les gens embarquent, etc. Je ne suis pas sûr, moi, que Millennium aura encore le même succès dans 25-30 ans. Les gens vont lire ça, et puis pas certain du tout. Un succès circonstanciel? Un succès circonstanciel, oui. Il y a comme ça les histoires de tueurs en série, ça n'a pas toujours existé. Dans la littérature anglaise et américaine et même française des années 50 et tout, ils sont rares. Moi, quand j'ai écrit, j'ai fait la bibliographie qui s'appelle « Les fils de Jack l'Éventreur », j'ai dû attendre, je pense, les années 70 pour que le thème commence à rentrer. Évidemment, il y a toujours eu des romans avec Jack l'Éventreur, qui est une exception, parce qu'il y a un côté historique, etc.
Mais aujourd'hui, le tueur en série, c'est la tarte à la crème. Là. Tu sais, moi je reçois les livres, je prends le 4e de couverture. À la 8e victime, non, c'est pas pour moi ça. Je vais passer à autre chose. Ça ne m'intéresse plus. Tu sais, de toute façon, c'est factice. Il y a une chose qui est peut-être pas circonstancielle, c'est la présence de plus en plus grande d'auteurs de romans policiers, des femmes auteurs. On pense ici au Québec, bien sûr, à Christine Brouillet, qui était la première, je pense. Oh, il y en a plus que ça maintenant. Ouais. Là, il y en a une bonne dizaine maintenant qui ont des séries même. On pense à Fred Vargas en France. Oui, hélas. Je pense à, comment s'appelle-t-elle, Karine Fossum, norvégienne. En tout cas, il y a beaucoup d'auteurs de romans policiers aujourd'hui. L'auteur de policier le plus connu au monde, le plus vendu, c'est Agatha Christie. Qui était une femme. Qui bat tous les records, qui bat Conan Doyle. Encore aujourd'hui. Ah oui, encore aujourd'hui. Vous allez sur le site d'Amazon, par exemple, Amazon anglais, et vous commandez Les 10 petits nègres. Et on vous offre les 3 versions. 10 Little Niggers, qui a fait hurler les Noirs, 10 Little Indians, qui a fait hurler les Indiens, et pour contenter tout le monde, and then there were none, enfin, et puis il n'y avait plus personne, là, tu sais, parce que c'est mon anglais de vache espagnol, là. Elle est toujours traduite, adaptée, rééditée, etc. Et il y a beaucoup d'auteurs qu'on ne connaît pas dans le domaine francophone parce qu'ils n'ont jamais été traduits. J'ai chez moi des ouvrages de référence épais comme ça, où sont des dictionnaires de juste des femmes qui ont écrit des romans policiers. Elles ont toujours été présentes, partout. Surtout chez les anglo-saxons. Même dans la figure du détective? Parce que on pense aux années 30, 40, 50, le hardball, le roman noir à l'américaine. Ah non, le roman noir à l'américaine, elles ne sont pas très présentes là, mais le roman noir à l'américaine, c'est une période et un genre assez délimité. Le roman policier en général a toujours existé depuis Poe. Et des auteurs féminins, il y en a toujours eu, mais avec plus ou moins de succès. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de discrimination. On traduisait ou on publiait d'abord les hommes, mais dans les pays anglo-saxons, chez les Anglaises... Mais c'est un reproche que certains puristes vont faire au roman policier d'être un genre machiste, macho, avec la violence, avec des hommes... Ce n'est plus vrai, et il y a un phénomène aux États-Unis. J'espère qu'il ne contaminera jamais la francophonie, qui est ce que j'appelle, passez-moi l'expression, le polar pour madame. Le polar pour madame est écrit par des femmes, c'est le genre qu'on appelle en anglais cozy. Alors, c'est des histoires du genre, le club de tricot local se rencontre et il y a une madame qui meurt subitement, empoisonnée. L'une d'entre elles, généralement dans les 50-60 ans, va jouer les détectives. Des bouquins comme ça, il y en a des centaines. Et il y a un public pour ça. Alors il y a le polar macramé, il y a le polar tarte à la crème, il y a le polar antiquité, il y a toutes sortes de choses. Et le public, c'est 99%, ils ont fait des statistiques, de lectrices. Il n'y a pas un mec qui va lire ça. Hein? Mais il y a un public pour ça. Et sur 100 romans policiers publiés aux États-Unis, il y en a à peu près 30 à 25 dans cette branche-là. Ce qui fait que les auteurs de romans policiers, il y en a en masse. Et au Québec, il y en a de plus en plus. Mais est-ce que cette présence-là accrue change la figure? Est-ce qu'on problématise la figure du détective? Ou ça n'a pas changé fondamentalement ça la nature du genre? Ça dépend des auteurs. Par exemple, l'américaine Karin Slaughter, ça veut dire massacre, hein, Slaughter. Ouais, elle a bien son nom, celle-là. Il y a une Anglaise qui a écrit un truc qui s'appelle Mo Hyder, qui a écrit Tokyo. Ce sont des romans qui sont aussi durs, aussi noirs, aussi violents que les hommes. Donc il y a toute une frange là, d'auteurs féminins qui font du polar pur et dur. Il y a des Camilla Lagerberg et autres qui font, disons, des choses plus centrées sur des histoires de famille, par exemple. Alors,
Il y a beaucoup de descriptions, trop de descriptions. La famille s'agrandit, les enfants, le chat, le chien. Moi, j'ai lâché Cathy Reich quand, dans un de ses romans, la moitié du roman était consacrée à son fichu chien. Je dis, bon, ouais, je veux bien, là, tu sais, mais... Mais bon, il y en a qui adorent ça, alors bon, chacun ses goûts, hein, mais moi j'aime mes trucs un peu plus corsés, disons. D'accord. Encore 2 questions, puis je vous laisserai la parole pour ceux qui veulent bien parler à Norbert. Il y a aussi la forme policière, le genre policier a débordé de son propre cadre. Là. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont dits sérieux, qui se sont essayés au genre, avec un certain succès dans quelques cas. Je pense évidemment à Umberto Eco, le fameux Nom de la rose. Il y a Pierre Lemaitre actuellement en France, qui est un écrivain au sens traditionnel du terme, mais qui était d'abord un écrivain de polar. Ah oui? Ah bah oui, il a une série, une longue série policière. Alors c'est le même cas que Daniel Pénac, par exemple. Exactement. Ou Sébastien Japrisot, qui était d'abord identifié à un genre et qui ensuite, devant le succès, avec leur succès, sont devenus des écrivains plus largement, je dirais. Mais il y a cette idée que la forme policière attire des écrivains plus traditionnels, disons, ou qui ne sont pas des écrivains au départ de genre. Qu'est-ce qui les attire à ce point-là, à part le succès possible? C'est surtout ça, je pense, parce que les éditeurs ont compris le filon, puis maintenant, le roman policier, c'est le genre qui se vend le plus en librairie. Et même au Québec, c'est pas pour des raisons philanthropiques, là, c'est parce que ça marche et que donc les éditeurs s'y mettent tous, alors qu'avant ils snobaient le genre. Mais il y a eu une expérience intéressante dans les années 80 en France. Ils ont créé une collection qui s'appelait Crime Parfait. Je ne me souviens plus quel éditeur, si c'était chez Plomb ou au Seuil, quelque chose comme ça. Et ils avaient demandé à des grands noms de la littérature, les René Barjavel et autres, de la littérature générale, d'écrire des romans policiers. Parce que, paraît-il, évidemment, c'est de la littérature de genre, donc n'importe quel imbécile est capable de faire ça. Hein. Il suffit d'inventer un détective, un cadavre à la première page, et recette, ça va tout seul. Ça n'a pas fonctionné. Ça a été un flop total. Ces gens étaient incapables d'écrire un bon roman policier. Évidemment, c'était bien écrit. C'était bien écrit, mais les histoires n'avaient aucun intérêt. Ou couchi-coucha. C'est comme ces gens qui me disent toujours « Ah, Stephen King, Stephen King ». Je dis « Bah oui, Stephen King, mais fais comme lui. Tu sais, si c'est tellement facile, tout le monde serait millionnaire. » Il y a cette espèce de marécage de préjugés, là, moi, qui m'a toujours mis hors de moi, là, parce que les gens, en plus, souvent ne connaissent pas les gens. Tu sais. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ici au Québec, le meilleur exemple, je l'ai signalé, c'est Andrea Michaud, qui fait des choses absolument remarquables. Et ce n'est pas des polars faciles d'accès, parce qu'il y a une écriture qui est dense, c'est travaillé, c'est fouillé, etc. Mais c'est elle n'a pas écrit que des romans policiers. Elle a surtout écrit 2, c'est Lazy Bird et le dernier, Bondrée, qui ont remporté tous les prix. Hein. Alors oui, des gens comme Paul Auster aussi, peut-être? Oui, bien sûr. Aux États-Unis. Ce que j'appelle l'Auster-Paul. L'Auster-Paul, oui. Qui emprunte souvent à la forme policière pour écrire ses romans. Une dernière question. Tu fais allusion à Andrea Michaud, qui a gagné un prix du gouverneur général pour Bondrée, qui est donc une récit. Elle a eu le prix de Saint-Paco, mais elle a eu le Ténébris, elle a eu tous les prix existants, spécialisés, là. Elle les a tous remportés. Justement, tu es arrivé au Québec en 1968. Donc, ça fait presque un demi-siècle. Merci de m'avoir joli. Oui. Comment décrirais-tu l'évolution du lectorat québécois ou de l'édition québécoise quand on pense en rapport avec la littérature dite de genre? J'imagine que c'était assez tranquille. Oui, quand je suis arrivé ici, évidemment, ma curiosité m'a poussé à explorer. J'ai commencé par voir un peu qu'est-ce qui se faisait en science-fiction pendant une bonne dizaine d'années. On a créé la revue Solaris, etc. Mais pour ce qui est de la fiction policière, visiblement, personne ne s'y intéressait. C'est pour ça que j'ai décidé de publier le roman policier en Amérique française, qui était une longue recherche
où j'ai remonté jusqu'au 19e siècle pour voir un peu ce qu'on appelait le roman gothique à ce moment-là. Et puis découvrir que le premier roman policier québécois date de 1926 et d'un dénommé Alexandre Huot, parce que dans les années 20, il y avait un éditeur qui s'appelait Édouard Garand qui publiait des romans historiques, mais qui publiait aussi des romans policiers. Et un des âges d'or du roman policier québécois, ça a été ce qu'on appelle la période des fascicules. X13. Voilà, X13, Albert Briand, etc. C'est des milliers de fascicules, des longues séries. Bon, X13 a approché les 2000 parce qu'il y en a eu plusieurs. Après ça, il y a eu la période dite les années 70 où tous les problèmes nationalisme, etc. ont fait qu'on a un peu laissé tomber. Et c'est vraiment dans les années 80. Alors celle qui a ouvert la voie, c'est Christine Brouillette. Mais ça s'est mis en place peu à peu. Puis les éditeurs québécois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le mouvement européen. Hein. Quand le roman policier a commencé à prendre son essor, qu'ils sont publiés partout, on a suivi le mouvement. Et on a bien fait parce qu'on a plein d'auteurs de talent. On a maintenant à peu près une 50aine d'auteurs qui publient. Depuis le début de l'année 2016, il s'est publié 23 romans policiers. Et sur ces 23, j'ai découvert que 2 navets jusqu'à présent. Et tout le reste, tous les autres sont bons. Est-ce qu'il y a des auteurs là-dedans qui peuvent vivre de leur plume? Patrick Sénécal, oui. Jean-Jacques Pelletier, Christine Brouillette, il commence à y en avoir. Et phénomène nouveau, il y a une dizaine d'auteurs depuis la fin de l'année dernière et maintenant qui sont publiés en Europe. Par exemple, Patrick Sénécal est publié au Fleuve Noir. Jean-Jacques Pelletier est publié je ne sais plus où. Martin Michaud est publié en Belgique et en France. Andrea Michaud a été publié chez Rivage, dans la collection Thriller de Rivage. Ouais. Christine Brouillette, ça fait longtemps qu'elle est publiée en Europe, etc., etc. Alors, on commence à faire connaître. Donc, il y a un mouvement là qui... Il y a donc un lectorat québécois de romans policiers. Absolument. Qui est constitué de qui? On dit souvent, on entend dire que les jeunes ne lisent pas beaucoup. Est-ce que c'est surtout des gens de notre âge? Il y a de tout. Bon, Patrick Sénécal visait avant tout, parce que lui, c'est un peu du roman policier pour certains titres, c'est surtout de l'horreur, donc il visait les cégepiens et un public ado. Mais il y a aussi des adultes qui lisent ça. Quand je donne une conférence sur le roman policier, je constate toujours la chose suivante. C'est que s'il y a 30 personnes dans la salle, il y a 28 femmes d'un certain âge et il y a 2 mecs. Et généralement, sur les 2 mecs, il y en a un qui a été amené par la madame de force. C'est rare que je vois des hommes, et des hommes jeunes, j'en vois à peu près jamais. Mais ceci dit, dans les le lectorat de romans policiers au Québec est un lectorat féminin essentiellement. Essentiellement et âgé. Mais pas que, là, c'est évidemment... Ça n'augure rien de bon pour l'avenir. On verra. Est-ce que l'éducation fait problème de ce point de vue-là? Je veux dire, l'école, parce qu'on pense, en tout cas, peut-être à tort, qu'on enseigne quand même plusieurs romans de genre, dits de genre, ou de littérature policière au secondaire, par exemple, parce que c'est plus facile pour les étudiants. C'est vrai qu'ici, au collège, enfin, dans mon département, on n'en voit pas beaucoup. C'est pas pour beaucoup de collègues qui tentent le coup. C'est toujours le même problème. Il faut savoir hameçonner. Hein. Moi, je suis un pêcheur, alors je connais des trucs. Je sais quand il faut ferrer le poisson. Alors, c'est la même chose. Tu donnes pas le goût de la lecture en commençant avec des étudiants qui viennent du secondaire et qui n'ont jamais lu même un Tintin, en leur faisant lire l'éducation sentimentale de Flaubert. Là, tu viens de les perdre, d'après moi. T'sais. Mais si tu leur refiles un bon roman de genre, et il y en a de qualité, avec des qualités littéraires, on vient d'en parler, tu risques beaucoup plus de les accrocher. Et une fois accroché, s'il récidive, il va de lui-même y aller. Alors, c'est pas un combat perdu, mais il s'agit d'y aller à la pièce. Tu ne fais pas des conversions de masse pour ce genre de... Est-ce que tu crois que le corps professoral dans son ensemble est victime d'un préjugé à l'égard de la littérature de genre? Oh, si peu. Des noms. Pendant 35 ans, je suis passé pour l'excentrique de service à cause de ça.
Je m'en formalise pas parce que je m'en foutais, comme de l'an 40. Mais combien de fois on m'a dit « Oh, toi, tes comptes, là. Vas-y. Toi, on sait bien, Stephen King. Oh, toi, on sait bien, machin. Okay. So what? » Ben, merci. Je pense que c'est le moment venu. Si vous avez des questions, de les poser. Je pense que Norbert, on reconnaît son dynamisme et sa passion pour ce genre de littérature. Il y a plein d'anecdotes qu'il pourrait nous raconter. Là. Tu parles d'ailleurs de Balzac dans ton texte de présentation. Tu fais allusion au fait que l'origine... oui, d'où viennent les séries littéraires. Alors, Balzac, dans la Comédie humaine, c'est ça? Comédie humaine, c'est ça. Bergoglio. Bon, il y a une anecdote où Balzac se promène dans Paris et tout d'un coup, il a comme une illumination. Puis là, il se met à courir. Puis il arrive chez lui et il dit « Je suis un génie, traitez-moi de génie, dites-moi, je suis un génie. » Bon, voilà, tout le monde le regarde et il dit « Pourquoi ?» L'idée qu'il vient d'avoir, c'est de faire revenir certains personnages qu'il avait mis dans des romans précédents. Et la récurrence. La récurrence. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a systématisé. Et à partir de là, on va voir dans les feuilletons du 19e siècle, etc., des personnages, parce que là aussi, on comprend très vite que c'est attirant pour les lecteurs. Donc, on va se lancer là-dedans, et c'est comme ça que les séries naissent. Alors, Sylvie. Hello. Ça n'a pas l'air de marcher. Oui, allô? Allô? Bon, tu as parlé de Sherlock. Oui. Alors, j'ai 4 questions. Tu as parlé de Sherlock. Est-ce que tu aimes l'adaptation de Benedict Cumberbatch? Non, je n'aime aucune adaptation. Okay. Et ce qui me fait hurler quand on dit que Sherlock Holmes pourrait être une femme, ou que Sherlock Holmes pourrait être noir, ou que Sherlock Holmes pourrait... ou Watson qui devient une femme, ça me hérisse le poil. Ça, je n'aime pas ça du tout. D'ailleurs, je regarde très peu la télé. J'ai pas le temps, il faut que je lise. Je peux pas tout faire. Hein? D'accord. Tu as parlé de Simenon tout à l'heure. Est-ce que tu dirais que le roman, en tout cas beaucoup de romans policiers, ont une dimension sociologique? Je pense par exemple à, je ne sais pas moi, Brunetti Venise, Montalbano, la Sicile, etc. Il y a tout un courant, et en particulier ceux qui se distinguent là-dedans, ce sont les polars nordiques, les polars scandinaves. Parce qu'à travers les polars scandinaves, on a des espèces d'instantanés de la société suédoise, islandaise, finlandaise, etc. Bon, évidemment, il y a beaucoup de romans policiers qui sont de la pure distraction. C'est-à-dire qu'on a une enquête, ou bien c'est des thrillers, on se court après, on se tire dessus, etc. C'est un passe-temps. Mais il y a aussi beaucoup de romans policiers où il y a cette dimension sociologique, c'est certain. Oui. Et des études de milieu. Tu parles de polar nordique. Ça me fait penser que Mandel s'est beaucoup inspiré de la série de Cheval au galop. Cheval au galop, oui. Père Joval et Père Vallot et Max Joval. Ouais, avec le détective Martin dans Beck. les années 70-80, et qui était une série de 10 romans, je crois, très critiques de la société suédoise de l'époque. Et de très bons romans policiers qui n'ont pas vieilli du tout. D'ailleurs, il se réclamait Henning Mankell se réclamait de ces deux écrivains. Pardon, Sylvie, vas-y. Non, c'est correct. On parlait tout à l'heure de « il faut que justice soit faite ». Est-ce que ça arrive fréquemment qu'on a des contextes politiques qui font qu'en définitive, le détective a beau avoir trouvé la solution, on va le faire taire? Je pense à Brunetti qui est toujours pris avec la corruption de la politique italienne. Absolument. Il y a un très bon roman policier qui vient de sortir, là, qui s'appelle Stasi Child. Ils ont gardé évidemment le titre anglais puisque c'est de l'édition française. Hein. Alors, Stasi, c'est la police secrète de l'Allemagne de l'Est. Ça se passe à Berlin dans les années 70. Et il y a un meurtre bizarre. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous essayez de passer la frontière, les Vopos, les gardes frontières, vous tirez à la mitraillette. Et bon, c'était fini. Or là, on retrouve le cadavre d'une jeune femme qui apparemment a essayé d'entrer de l'ouest à l'est, et ce seraient les gardes frontières de l'ouest qui l'auraient abattue.
Et l'héroïne du bouquin, qui est une policière de la police populaire allemande, là, qui n'est pas de la police secrète, mène l'enquête et elle se rend compte très vite qu'il y a quelque chose de louche, ça ne marche pas, que c'est une mise en scène. Et là, il y a une intervention de la police secrète, un colonel de la police secrète qui vient la voir et qui lui dit « Ma chère, ce que tu dois faire, c'est trouver les circonstances du meurtre, mais d'aucune manière tu ne dois découvrir le coupable. » Évidemment, tête de cochon, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va essayer de découvrir le coupable, et là, il y a tout un appareil d'État qui se met en branle parce que ça gêne bien du monde. Et ça va la broyer. Et c'est assez fascinant à lire. C'est vraiment très bon. Et ça arrive effectivement qu'il y a comme une espèce... Ou alors des protections. On s'attaque à des gens qui sont trop puissants. Et à ce moment-là, il faut trouver la faille qui permet éventuellement de mettre la main dessus. Et parfois, ça donne des fins aigres-douces. Où on se dit, mais c'est la réalité. Alors, une dernière, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de plus en plus de place à la technologie dans les façons de procéder des détectives, positivement ou pas? On pourrait faire une étude de l'évolution des techniques d'enquête. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas écrire un roman policier, vous ne pouvez plus écrire un roman policier sans le fichu cellulaire. Hein? Bon, comme j'en ai jamais eu, je ne saurais vraiment pas comment ça fonctionne. Évidemment aussi toutes les techniques de labo. D'ailleurs, maintenant, il y a toute une sous-culture du roman policier qui se passe avec les médecins légistes, par exemple, qui mettent en scène des médecins légistes. Il n'y a pas que Cathy Reich. Cathy Reich a eu un certain succès et du coup, tout le monde se croit obligé, ou un certain nombre se croit obligé de faire ça. Alors, ça donne droit des fois à beaucoup de scènes d'autopsie juteuses, souvent gratuites d'ailleurs, on pourrait s'en passer. Et puis, toutes ces nouvelles méthodes, toutes ces nouvelles façons d'enquêter dans le roman, ce qu'on appelle le roman de procédure policière. Parce qu'il y a aussi des romans qui ne tiennent pas compte de ça du tout, qui sont très, très différents. C'est un genre aujourd'hui qui est éclaté. Il y a de tout là-dedans. Hein. C'est une espèce d'auberge espagnole où on peut mettre un peu tout ce qu'on veut là-dedans. Merci. Autre question? Gênez-vous pas. On a un petit peu de temps. Non? Allez-y, je ne mords pas. Jacques? Alors, j'en profite parce que je salue Norbert, qui fut mon professeur ici au Cégep Édouard-Montpetit, et il y a 35 ans à peu près. Alors, quand il a parlé de hameçonnage, je fais partie de ceux qui ont bien mordu. Exactement. Mais faisons un saut de puce. Ça fait un petit bout de temps, Norbert, que tu es venu ici au Cégep Édouard-Montpetit. Hypothèse, le coordonnateur du département de littérature fait appel à tes services pour la prochaine session pour un cours sur littérature de genre, et tiens, en particulier littérature policière. Quelles sont les 5 œuvres que tu ferais lire aux étudiants? Tu mets au programme de ton cours. Oh, ouais. On t'épargne les directives départementales, là, comme ça, librement. Évidemment, là, ça nécessite une approche pédagogique. Ça nécessite... quand tu donnes un cours comme ça, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension historique. Donc, je mettrai nécessairement double assassinat dans la rue Morgue de Pau. Pourquoi? Parce que dans ce conte-là, on a déjà tous les ingrédients de base du roman de détection. Ils sont tous là. Tu rappelles d'ailleurs dans ton texte de présentation que Pau, malgré toutes les recherches qu'on a faites, demeure le point de départ, dans le fond, de la détection policière. Oui. Quoique, il y a des petits textes à droite et à gauche, mais appeler ça de la littérature policière, disons que je serais réticent. On pourrait faire aussi une thèse de doctorat inutile là-dessus, mais moi je mettrais Pau. Je mettrais évidemment un très contemporain, genre Henning Mankell, par exemple, avec un Kurt Wallander. Je mettrais un roman policier historique, parce que c'est une branche de plus en plus développée, de plus en plus importante du polar, qui a des règles du jeu un peu différentes.
parce que dans un polar historique, il faut trouver l'équilibre pour que ce soit un roman policier entre l'information historique, qu'elle soit intéressante, et l'intrigue policière. Et cet équilibre-là, il n'est pas toujours trouvé. Des fois, c'est l'un qui l'emporte sur l'autre. Alors, je ne sais pas, je mettrais peut-être La fille du temps de Joséphine Tey, qui est un roman absolument extraordinaire où il y a une énigme historique qui est résolue par un flic couché dans un lit d'hôpital et qui ne travaille qu'à partir de documents. Pour tuer le temps, on lui apporte des documents. C'est la fameuse histoire, je pense, c'est Richard III, le roi qui aurait assassiné ses deux neveux, là, l'espèce de bossu dont on a retrouvé les ossements dernièrement. Et dans l'histoire de l'Angleterre, il passe pour le vilain de service, là. Et il y a toujours des historiens qui ont dit non, c'était la propagande de la dynastie qui est venue après, là. Et lui, il travaille là-dessus. Mais selon des enquêtes, selon des méthodes de la police. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je mettrais certainement Les 10 petits nègres pour m'amuser de nouveau à le déconstruire. Parce que je trouvais ça le fun. Déconstruire au sens où montrer que c'est pas si bien construit? Non, que c'est arrangé avec le gars des vues, mais de façon tellement subtile qu'on tombe dans le piège. Mais que ça demande une réflexion à rebours pour se dire « Ah, ben là, tu t'es foutu de nous. » Savoir où on est tombé dans le piège. Parce que, bon, c'est quand même une bonne lecture. Et puis, il y a du cadavre en masse. Alors, les étudiants aiment ça. C'est une des raisons, d'après moi, pour lesquelles le tueur en série a eu tellement de succès. Il y a une certaine époque, quand tu prenais comme moi les bouquins de nos parents là, qui traînaient, ces livres-là, ils avaient 250 pages. Alors, tu avais un meurtre au début, puis ensuite, tu avais 240, 230 pages pour résoudre l'énigme. Okay? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, les bouquins ont 700, 800, 900 pages. Bon. Pourquoi? Parce que dans le tueur en série, on en zigouille un au chapitre 1, et par paresse, on en tue un deuxième, un troisième, et quand on en a tué 15, ben, ça fait 15 chapitres. Hein? Et le bouquin n'est pas plus intéressant, mais c'est un vieux truc. Hein? Alors, bon... Non, je ne mettrai pas de tueur en série, je ne pense pas. Est-ce que ça répond à ta question? D'autres questions? Puis il y aurait bien sûr un cours sur l'histoire du roman policier. Ah ben, je mettrais aussi un polar québécois, avec un cours sur le roman policier québécois. Lequel? Si tu avais un roman québécois, c'est une question stupide, là, mais un roman policier québécois à choisir, ce serait quoi? Oui, bonne question. Il y en a pas mal qui pourraient être mis, mais je ne sais pas, je pourrais peut-être mettre un Martin Michaud, ou bien le dernier roman de Luc Chartrand, le journaliste de Radio-Canada, là, qui a écrit une espèce de roman d'espionnage sur la question israélo-palestinienne, avec donc un arrière-plan politique très subtilement présenté, mais il y en a d'autres. Ça me fait penser à une dernière question comme ça. Est-ce qu'on pourrait penser à un ouvrage équivalent pour le roman d'espionnage? Ou je sais que c'était inclus en partie. C'est inclus. Donc, mais il n'y a pas assez de la littérature d'espionnage, pas assez abondante. Il y en a pas mal là-dedans. Tous les classiques y sont, les Smiley, les James Bond, ils sont tous là. Je pense pas que j'ai laissé passer grand-chose. Jusqu'à présent, il y a des gens qui m'ont mis au défi, mais ils n'ont pas réussi à me coincer encore. Alors, voici votre prochain défi. Trouver l'œuvre policière. L'œuvre qui manque. L'œuvre qui manque, voilà. Mais merci beaucoup, Norbert, de nous avoir fait partager ta passion. Ça donne encore plus envie de lire. À la prochaine. Merci.